Madame, Monsieur, bonsoir. 1 an de prison avec sursis et 2 millions de francs de provision pour le fabricant de la bombe aérosol qui avait explosé et défiguré un utilisateur. La satisfaction des élus de Lamur dans l'Isère, leur maternité va rouvrir. La grogne sociale, gros plan ce soir sur Michelin à Clermont-Ferrand. La campagne électorale et notre invité, Philippe de Villiers, le candidat du Mouvement pour la France. Également dans cette édition, la victoire de Laurent Jalabert dans la Flèche Wallonne. Et Mimi Mati, avec qui nous parlerons d'une nana pas comme les autres, la suite de la nounou, diffusée ce soir à 20h50 sur notre chaîne. De nouveaux incidents graves autour d'un stade de football. Cela s'est passé dimanche, on ne l'a appris qu'aujourd'hui, et une fois de plus, cette violence rejoint celle qui règne dans les banlieues. Un enfant de 13 ans, venu disputer un match à Alfortville, dans le Val-de-Marne, a perdu un œil. L'autocar qui transportait son équipe a été attaqué par une bande de jeunes. Reportage d'Olivier Sioux et Vincent Nguyen. La veille, Hugues avait fêté ses 13 ans. Ce match du dimanche, pour lui, c'était un peu la fête qui continuait avec les copains du foot. Mais la rencontre s'est terminée loin du terrain, dans la bagarre. Moi, j'étais au fond du car. Je voulais aller devant parce que les grands ils étaient à l'avant. Après ma vie, m'a jeté une pierre dans l'œil. Je pleurais, je saignais de l'œil. L'œil de Hugues n'a pu être sauvé. Le scénario est hélas de plus en plus classique. Un carton rouge, puis 2, et l'un des joueurs exclus qui va chercher des copains dans la cité voisine. À une quarantaine, ils s'en prennent aux joueurs adverses, réfugiés dans leur autocar. Ça fait 25 ans que je suis dans le football et là je suis fou là. Lorsque je vois j'appelle mon gamin assez souvent, lorsqu'il me dit on me met un faux yeux, là, ça va plus. Là. C'est grave quand même. La réaction c'est quoi? On voit tous les jours à la télé. Les grands ils montrent pas l'exemple. Alors comment est-ce que les enfants, les gosses, d'abord l'exemple vient d'en haut. Les grands on voit chaque fois à la télé. Des bagarres hier on en a vu encore. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà. Pourtant le football c'est la passion de Hugues. Aujourd'hui il n'a qu'un souhait, reprendre l'entraînement dès sa sortie de l'hôpital. Et il y a également eu des incidents avant et après la rencontre Paris Saint-Germain-Marseille hier soir. Un supporter parisien est toujours à l'hôpital, il a été sérieusement blessé. 1 an de prison avec sursis pour le PDG de l'entreprise qui fabriquait la bombe aérosol dont l'explosion avait mutilé un jeune homme de 37 ans, Denis Benoliel, aujourd'hui complètement défiguré, recevra également 2 millions de francs d'indemnité. Valérie Hermite et Bernie Mériot. Denis Benoliel vient de gagner un combat qu'il mène depuis 5 ans, depuis ce jour où, après avoir pulvérisé un insecticide puis allumé une cigarette, sa vie a basculé. Pour Denis Benoliel, la condamnation du fabricant de l'insecticide est une victoire. Mais son combat contre les gaz inflammables contenus dans les aérosols, ce combat-là n'est pas terminé. J'ai lancé un cri d'alarme il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Bon, aujourd'hui, il est entendu, c'est parfait. Maintenant, il ne faut quand même pas s'arrêter là. Tant qu'on utilise encore du butane propane pour propulser les aérosols, les dangers sont toujours présents. Lucas Beiler, PDG de Reckitt Coleman, est condamné à 1 an de prison avec sursis. Reconnu coupable de ne pas ignorer les dangers potentiels du butane propane et de ne pas en avoir suffisamment informé les consommateurs, ce que contestent ses avocats. Je trouve ça très sévère compte tenu de ce que nous contestions de la culpabilité de M. Beiler. Les avocats de la défense ont d'ores et déjà fait appel. Dans son jugement, le tribunal, c'est vrai, n'a pas élucidé les conditions exactes de l'accident. Mais pour la justice, comme pour certains experts, il n'y a que l'insecticide qui pouvait être à l'origine de l'explosion, et c'est cela que voulait entendre Denis Benoliel. La persévérance des habitants et des élus de la Mure dans l'Isère aura finalement payé. La maternité fermée depuis le début de l'année va rouvrir très rapidement. Une décision du gouvernement. Plusieurs élus du plateau de la Mure, à quelques dizaines de kilomètres de Grenoble, avaient démissionné après la fermeture de cette maternité. Les Bibes, les salariés du groupe Michelin, continuent, eux, d'afficher leur colère. Nouveau débrayage aujourd'hui dans les usines de Clermont-Ferrand. Les résultats de l'entreprise sont bons, plus d'1,2 milliard de bénéfices nets l'année dernière, de l'argent frais dont les salariés souhaiteraient eux aussi voir la couleur. À Clermont-Ferrand, Françoise Vallée et Olivier Jacquelin. 15 h, l'équipe du soir prend le relais devant la direction générale de Michelin. Plus
de 1000 personnes sont sorties aujourd'hui des ateliers clermontois pour demander une augmentation de salaire. Les gars, ils ont besoin d'une augmentation. On voit bien que, en discutant avec les gens, au 15 du mois, même avant, il y a déjà plus de fric sur le compte. 32 ans d'usine, 6200 balles, c'est pas normal. Michelin vient d'annoncer des bénéfices. Alors bon, donc on veut participer à la moisson, hein, puisque à une époque on nous disait qu'il ne fallait pas manger son blé en herbe. Alors maintenant, la moisson elle se fait, alors nous on veut notre part de la récolte. Après un lourd déficit en 93, Michelin annonce 1,4 milliard de bénéfices pour 94. Les Bibes estiment avoir largement participé à la reprise. Salaire bloqué pendant 17 mois, heures supplémentaires, mais surtout 15 000 suppressions d'emplois à Clermont ces 10 dernières années. Cet après-midi, les syndicats ont été reçus par des représentants de la direction. On a été demandé l'ouverture de négociations sur les salaires, qu'elles soient avancées tout de suite dans le mois de mai. La direction refuse. Les Bibes ont donc décidé de poursuivre leur mouvement. Ce soir, les syndicats ont lancé un appel au débrayage chaque jour dans toutes les usines Michelin de France. Demain, nouvelle vague très importante de grève. Les Parisiens ne seront pas gâtés. Les salariés de la RATP sont appelés à cesser le travail. Ceux des agences nationales pour l'emploi également, ainsi que dans les banques, mais cette fois dans toute la France. Le conflit à la Poste, lui aussi, se poursuit. Et puis un chiffre dans cette actualité économique, celui de la hausse des prix. Pour le mois de mars, 0,3%. Sur les 12 derniers mois, les prix ont augmenté de 1,8%. Tous les candidats à l'élection, et notamment à gauche, s'engouffrent sur ce boulevard des revendications salariales. Une aubaine pour Arlette Laguillier, la candidate de Lutte ouvrière, suivie par Michaël Darmon, Philippe Montoisy et Yann Gickel. Après 3 semaines de campagne, les petits gestes qui servent la grande cause sont parfaitement rodés chez les militants de Lutte ouvrière. C'est pas facile. Il y a beaucoup de reflets, on voit pas toujours les faux plis. Mais bon, ça va quoi. Les drapeaux sont repassés et c'est parti pour 1h30 de discours. Hier au Mans, pour la 19e fois, elle prononçait cette formule qui la fait même sourire. Travailleuses, travailleurs. Avec 5% d'intention de vote, dans les sondages en tout cas, il existe bien un effet Laguillier. Un effet qui inquiète tout de même certains militants. C'est bien pour Arlette et ceux qui la soutiennent. Maintenant, ce qu'on peut regretter, c'est que c'est pas mal lié à l'image d'Arlette et moins sur les arguments politiques qu'elle défend. Alors, comme pour montrer que la lutte n'est pas son label déposé, la salariée révolutionnaire a rencontré aujourd'hui à Flins des ouvriers de Renault en conflit pour des augmentations de salaire. Ici, elle a de nouveau posé sa candidature pour l'après 7 mai. Parce que nous appartenons à tous, je donne rendez-vous pour le 3e tour social, pour celui des luttes qui feront enfin et réellement bouger les choses. On sait qu'elle ne sera jamais présidente, c'est un fait. Mais au moins, c'est la seule sur le petit écran qui dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Vous ne croyez pas que ce serait la meilleure... Arlette Laguillier le dit chaque jour, elle ne sera pas élue. Mais surprise par des sondages prometteurs et des conflits sociaux, elle semble cette fois tenter de rester sur le devant de la scène, même après l'élection présidentielle. Marathon également pour le communiste Robert Hue, recordman des réunions électorales. Il a atteint hier soir à Marseille la barre des 70 meetings depuis le début de la campagne. Ordre de mobilisation générale pour Robert Hue, électeur du Parti communiste. Unissons-nous, Jeff Wittenberg et Pierre Moscovici. Qu'il rassemble 8, 9 ou 10% des voix, si l'on en croit les sondages, Robert Hue va améliorer dans 10 jours le dernier score communiste à une présidentielle. Alors, en cette fin de campagne à la tête de ces meetings qui font le plein, 6000 personnes hier à Marseille, le candidat s'enflamme, essaie de toutes ses forces, mais qui en doutait, que Robert Hue soutient les fonctionnaires en grève, les salariés en lutte et au-delà, tous les Français qui revendiquent. Je dis aux étudiants des universités et aux enseignants, aux retraités, je dis à toutes et à tous, vous avez raison de ne plus supporter l'insupportable. Ce que Robert Hue ne supporte plus, lui, c'est d'entendre Lionel Jospin réclamer un vote utile pour que la gauche soit présente au second tour. Vote utile, si des voix promises au candidat du PS sont captées par son concurrent communiste, eh bien ce sera tant mieux. Lionel Jospin veut un vote utile pour lui. Moi, je veux un vote utile pour les citoyens, je veux un vote utile pour vous, un vote utile pour la gauche tout entière. Gonflé à bloc, le candidat communiste tiendra demain au Bourget son 71e meeting. Méthode couée ou intuition bien fondée, Robert Hue est persuadé qu'il peut créer la surprise avec un score à 2 chiffres le 23 avril. Dernier sondage, celui de la Sofres pour le Nouvel Observateur. Il confirme les tendances d'hier. Jacques Chirac est
à 26% au premier tour, Lionel Jospin à 21% et Édouard Balladur 19% des intentions de vote. À J-11, le journal de la campagne est signé ce soir Patrice Romden et Anne Dabrichon. En pleine campagne, Édouard Balladur croise un troupeau de vaches. Nous sommes dans la Mayenne où Balladur salue les agriculteurs avant de revenir à ses moutons, autrement dit s'en prendre à Jospin. Est-ce que M. Jospin est le plus qualifié pour parler de progrès alors que la France était en recul en 1993 ? La réponse appartient aux électeurs auxquels Jospin martèle qu'il existe un clivage gauche-droite. C'est vrai qu'il y a en jeu une place au deuxième tour. Je montre qu'il y a un choix à faire, un choix possible, que les positions de la droite et les positions que je défends ne sont pas les mêmes. Ce soir, dîner-débat à Toulouse. Jospin sera là, Delors aussi, ça fera bien sur la photo demain dans le journal. Mais la photo, ne la cherchez pas dans le journal de campagne de Balladur. 3 francs, 50 000 exemplaires vendus à la criée. Premier numéro demain, intitulé J-24. Après-demain, J-23 et ainsi de suite jusqu'au jour J, à condition bien sûr d'être présent au deuxième tour. Si on n'y est pas, on l'arrêtera, on ne fera pas pour les autres quand même. Il y en a en revanche qui sont sûrs de ne pas franchir le premier tour. Arlette Laguillet par exemple, elle le reconnaissait elle-même, dès hier soir au Mans. Dominique Voynet sans doute aussi, ce qui ne l'empêche pas de se battre. Voici donc la formule du jour. Nous demandons, en même temps qu'une diminution du temps de travail, une augmentation du salaire horaire pour garantir la rémunération des personnes modestes. Mais nous ne pensons pas que ce soit à ces personnes de défendre les revenus de Pierre Suard ou d'Édouard Balladur. Là-dessus, on allait se quitter quand Philippe de Villiers a improvisé une conférence de presse. Le thème, la drogue. L'idée, la peine de mort pour les grands trafiquants. Il nous l'a dit, on vous le dit. Et Le Pen ne va pas tarder à l'accuser de chasser sur ses terres. Le Parti socialiste a décidé, lui, de mandater son premier secrétaire, Henri Emmanuelli, pour essayer de provoquer une intervention de François Mitterrand dans la campagne, un signe clair de soutien à Lionel Jospin que les socialistes jugent indispensable. On a beaucoup dit que cette campagne se gagnerait à la télévision, mais c'est sur le terrain que l'on peut juger de l'impact des slogans choisis par chaque candidat, une griffe que les spécialistes en communication politique, interrogés par Christophe Tortora, égratignent copieusement. Regardez. Pour les publicitaires, les candidats à l'élection présidentielle sont comme des produits lancés sur un marché avec seulement quelques mois pour convaincre. Un bon slogan d'un candidat doit lui permettre à la fois de se définir et de faire passer ses messages. Analyse de cette campagne 1995 par 2 patrons d'agences spécialisés dans la publicité pour des marques. Vous avez des slogans de leaders. Le premier, c'est celui de M. Balladur, croire en la France. C'est comme celui de Jacques Chirac, la France pour tous. Ce sont des slogans de leaders, haut de gamme, tournés vers l'avenir. On cite la France, mais on ne se justifie pas. C'est ce qu'on appelle la marque leader. Et puis à côté, vous avez M. Jospin, qui jusqu'à présent n'était pas une marque leader, en termes de slogan, bien sûr. Puisqu'il disait avec Jospin, c'est clair. Non, ce n'était pas très clair. Qu'est-ce qui est clair? Il fonctionnait un peu comme une lessive, c'est-à-dire qu'il fonctionnait par opposition à d'autres, sur les faiblesses de l'autre. Il a corrigé récemment son slogan, puisque désormais c'est pour une France plus juste. Jospin, c'est clair. Alors maintenant, il est revenu dans la catégorie leader. On voit des formules creuses, des formules sèches, des formules qui ne déclenchent absolument aucune émotion. Quelle formule vous pensez? Quand j'entends Villiers c'est neuf, moi j'entends c'est très vieux. C'est du slogan d'avant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Quand j'entends Le Pen président, c'est pas ça qui va me déclencher. En fait, on a des formules qui sont très simplistes et qui reflètent une vision réductrice de l'électorat. Les candidats n'ont pas investi sur cette forme de communication. Et pour cause, cette année, l'affichage politique est interdit dans les 3 derniers mois avant l'élection. C'est une campagne qui est très sage, qui parle beaucoup. Les candidats parlent beaucoup d'eux-mêmes, parlent peu d'avenir et donnent peu de messages. Finalement, ça ressemble un peu à une campagne Vanderbras. C'est-à-dire qu'on promet beaucoup, mais quand on s'approche, il n'y a pas grand-chose. Pour ces publicitaires, aucun candidat n'a de slogan aussi fort que la force tranquille de François Mitterrand en 1981. En 1995, le futur président devra compter sur autre chose que sur ses affiches pour se faire élire. Invité de ce journal, le candidat du Mouvement pour la France, Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le 3e des 9 candidats que nous recevrons chaque soir avant le premier tour. Vous allez dans les mêmes conditions que Robert Hue et Jean-Marie Le Pen être interrogés ce soir par Arlette Chabot et Jean-Michel Carpentier. Compte tenu de votre score dans les sondages, autour de 5%, est-ce que il n'y a pas de score, non, oui. Monsieur Lénart. Le score, c'est le peuple français. Voilà. Alors, le 23 avril,
Alors les sondages... Compte tenu des enquêtes d'opinion qui vous créditent de 5%. Les sondages, c'est une pure et simple manipulation médiatique, comme le reportage qu'on vient de voir à l'instant, où on a expliqué à un publicitaire militant qu'il n'y avait qu'un bon slogan, c'est la force tranquille. Alors il faut que les téléspectateurs ouvrent grand les yeux pendant cette campagne et ne se laissent pas aller à la société du spectacle. Moi, je ne suis pas un produit publicitaire, je me bats pour un certain nombre d'idées, on peut ne pas les partager, mais je demande à être respecté en tant que candidat. Je vous pose la question, est-ce que vous considérez tout de même que la campagne que vous menez est une réussite? Oui, tout à fait. Tout à fait, je vais vous dire pourquoi, c'est que je me base sur 3 ou 4 idées qui me paraissent les idées clés de notre avenir. Première idée, l'honnêteté. Je ne sais pas si c'est une réussite, mais ça me paraît pas du luxe par les temps qui courent. L'honnêteté des hommes politiques. Moi, je veux une France dans laquelle les hommes politiques soient honnêtes et responsables. Deuxièmement, la liberté du peuple français. Dans une Europe qui nous protège, non pas une Europe qui nous détruise. Quand on voit les hémorragies de nos emplois aujourd'hui, et une Europe qui est incapable de garantir la sécurité, la liberté d'aller et venir des Français, ce n'est pas de luxe non plus. Puis la troisième idée, c'est comment sortir du socialisme. Moi, je veux restituer, rendre à la société ses libertés et alléger le poids de l'administration dont on voit bien qu'il asphyxie tous ceux qui travaillent et tous ceux qui s'activent. Alors je pense que c'est une réussite dans la mesure où le contact avec les Français vous surprendra le 23 avril, Monsieur Lénard, comme au moment des européennes. Il y avait des mauvais sondages et puis il y a eu un score qui a surpris tous les Français. Mais quand même, pendant longtemps, en axant votre campagne essentiellement sur la lutte contre l'Europe de Maastricht, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trompé de thème? Si vous voulez, la question essentielle, bien sûr que non, au contraire, ce sont les autres qui se trompent de campagne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez fait une deuxième campagne européenne alors qu'on est dans une campagne présidentielle. Arlette Chabot, je crois que les Français ont remarqué une chose, il n'y a même pas de face-à-face, il n'y a pas de côte-à-côte, c'est une campagne de marketing, une campagne d'image. Et donc, moi, je m'adresse à chaque fois que j'en ai l'occasion, et maintenant, depuis dimanche, grâce à la campagne officielle, grâce à l'égalité démocratique à tous les Français, j'essaie d'aborder les vrais sujets de fond. La question de l'Europe, elle est essentielle. Ou bien on considère, comme certains candidats, que la France est un pays maintenant trop petit, définitivement fini, une queue de comète de l'histoire, et la France a vocation à devenir l'associé minoritaire d'un petit État fédéral dans lequel nous n'avons plus la liberté. Alors moi je pose la question au nom des agriculteurs, des artisans commerçants, des salariés dans les entreprises qui ne sont absolument pas protégés. Avec n'importe quel salarié chez Michelin, vous avez 80 Philippins. C'est ça l'Europe. Eh bien, elle est la clé de tous nos problèmes, Jean-Michel Carpentier. Oui, mais comment expliquez-vous? Et moi je propose une autre, justement, conception des choses, avec la liberté du peuple français, qui soit garantie par une Europe qui nous protège. Comment expliquez-vous qu'un sondage récemment demande 70% des Français souhaiteraient que Jacques Delors fasse partie du prochain gouvernement? Il n'y a pas une petite contradiction avec ce que vous nous dites là? Mais vous avez vu d'ailleurs que beaucoup de Français, j'étais surpris du nombre de Français qui souhaitaient que moi aussi je fasse partie d'un gouvernement. Mais les Français ils s'amusent à faire la composition d'une équipe de foot. C'est normal, à partir de la notoriété de l'image des gens. Mais là, la question, elle est sérieuse. Elle est de savoir si la France va disparaître comme en tant que peuple libre, c'est-à-dire la possibilité de faire nos lois, notre pouvoir de décision. Mais c'est toute notre vie quotidienne. C'est pas simplement les chasseurs, la vie c'est la possibilité de garantir nos frontières, la possibilité de battre notre monnaie, c'est-à-dire d'avoir notre politique économique et sociale. Vous savez quel est le dernier coup qui se prépare à Bruxelles? C'est les technocrates de Bruxelles veulent casser notre sécurité sociale. Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce qu'on va les laisser aligner l'âge de la retraite? Qu'est-ce que ça veut dire casser notre sécurité sociale? Eh bien, simplement casser le monopole de la sécurité sociale pour imposer les assurances privées. C'est-à-dire que toutes les décisions qui viennent des technocrates de Bruxelles, on ne les voit pas venir, souvent on ne les voit pas passer. Et c'est notre vie quotidienne qui en dépend. Vous savez bien que c'est les gouvernements, je veux dire, vous accusez les technocrates, vous savez qu'il y a aussi les conseils des ministres européens qui décident, je veux dire. Donc on se défausse sur les technocrates de Bruxelles, parfois quand on ne veut pas assumer les décisions gouvernementales. Donc vous dites les technocrates. Vous avez appris, Arlette Chabot, comme moi, cet après-midi, ce qui se passe. Un accord qui est en préparation, un accord secret entre M. Léon Brittle, le commissaire, le ministre des Affaires extérieures de l'Europe, et les États-Unis, pour intégrer l'Europe dans une zone de libre-échange avec les États-Unis. Mais je dis, ils sont fous furieux. Ils sont fous furieux. Alors que l'urgence des urgences aujourd'hui, c'est de taxer les importations sauvages des pays à très bas salaires pour pouvoir revaloriser chez nous les bas salaires, augmenter les salaires les plus bas
et sauver notre protection sociale, ils font exactement le contraire. Moi, je pense que la seule solution au problème du chômage, c'est d'une part de mettre des écluses, un filtre. Je demande pas en quelque sorte, vous voulez du protectionnisme. Non, mais attendez, les Américains, ils font du protectionnisme. Ils mettent leur jachère en culture pendant que nous, on met nos terres en jachère. Et les Japonais, un paysan japonais vend son riz 6 fois plus cher que le cours mondial. Donc ne parlons pas de protectionnisme, ne soyons pas naïfs. Moi, je demande simplement une protection. Donc protéger à l'extérieur et alléger à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Libérer nos entreprises. Alors, plutôt l'artisanat que l'assistanat, plutôt le petit commerce que la grande surface, plutôt la petite entreprise qui crée des emplois que l'administration qui, elle, n'en crée pas. Alors, Philippe de Villiers, sur l'Europe, par exemple, il y a une idée qui semble progresser, c'est tout le monde se retrouve un peu sur l'acceptation de la monnaie unique, pas vous, apparemment. Non. Parce que pourquoi? Parce que les agriculteurs se rendent compte, par exemple, après les chefs d'entreprise, qu'avec les bouleversements des monnaies, ils y perdent. Et donc, tout le monde souhaite aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus de gens souhaitent la monnaie unique. Vous continuez à dire non? D'abord parce que la monnaie unique, c'est le transfert de tous nos pouvoirs économiques, fiscaux, budgétaires, etc. On n'aura plus que nos yeux pour pleurer, des banderoles pour manifester, donc ça, je ne l'accepte pas. Puis ensuite, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Ce n'est pas parce qu'il y aura une monnaie unique à 5 avec les Allemands et Benelux qu'on résoudra le problème de la peseta. Vous savez, l'éleveur breton qui fait du poulet ou celui qui veut vendre sa morue, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Angleterre ne seront pas dans la monnaie unique. Donc comment la France peut-elle accepter, comment les héritiers du gaullisme, je pense à M. Balladur, peuvent accepter de trahir une idée essentielle, c'est l'indépendance nationale, parce que la souveraineté nationale, elle est inaliénable. Quand on a perdu la liberté, son pouvoir de décision, on a perdu l'essentiel. Philippe de Villiers, manifestement, votre campagne tourne beaucoup autour de l'Europe. On verra si les Français vous entendent le 23 avril. Pour l'instant, les sondages n'en prennent pas le chemin. Mais il y a une question que je voudrais vous poser sur un autre thème très important. Monsieur Carpentier, soyez assez courtois et assez attentif. Les sondages baissent pour l'instant. Pour qu'on parle des problèmes de fond, je veux dire. Et vous allez voir que dans quelques jours... D'abord, quand vous dites les sondages baissent, c'est faux. D'abord, les sondages sont truqués. Il suffit de payer. Les sondages, mais écoutez, je le dis à la télévision, pour que les Français le sachent. Et puis on en parlera après le 23 avril. Deuxièmement, ce que vous dites est faux, puisqu'il y a un sondage Louis Harris Valeurs Actuelles qui va sortir demain matin. Vous me forcez à briser l'embargo, qui me fait monter de 2 points. Et vous allez voir on les aime pas quand ils vous sont défavorables, et on les aime quand ça va. On peut parler vraiment de l'essentiel. Non, mais c'est sérieux. La France est le seul pays où on fait une campagne aussi importante, l'élection présidentielle, c'est la clé de voûte. Et on essaye de placer une idée comme ça entre 2 sondages. Moi, je vous dis que les idées clés de ma campagne, c'est l'honnêteté. Est-ce qu'on peut en parler? La lutte contre la corruption. La lutte contre la drogue. C'est un problème essentiel pour parlons de la drogue. Vous avez dit que vous étiez hostile à la distribution de seringues pour des jeunes mineurs et à la distribution de méthadone. Mais qu'est-ce que vous faites des risques de propagation du sida? Eh bien, moi, en tant que père de famille, je ne veux pas que mes enfants meurent du sida ou de l'overdose. Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques jours? 25 mars dernier, on fait disparaître nos frontières. Donc la drogue arrive depuis les Pays-Bas où elle est en vente libre. Deuxième date, le 31 mars, paraît au journal officiel la publication d'un décret qui met la méthadone dans les pharmacies remboursées par la Sécurité sociale. Et le 30 avril dernier, il y a quelques heures, M. Balladur, à la télévision, sur votre antenne, déclare qu'il est favorable à la distribution des seringues pour les adolescents de 15 ans. C'est-à-dire qu'il reprend l'idée de certaines villes, dont la ville de Paris, la mairie de Paris distribue des seringues. Voilà, j'ai été en chercher cet après-midi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Michel Carpentier, distribuer des seringues? Ça veut dire on a perdu la guerre. Moi, je suis pour la guerre aux trafiquants et l'aide aux blessés, parce qu'à la guerre, on ramasse ses blessés. La méthadone, qui est une drogue de substitution. La seringue, ça veut dire... la méthadone. Non, la méthadone, c'est un opiacé, une drogue de substitution. Il y a quelqu'un qui est mort il y a quelques heures d'une overdose de méthadone. Oui. Alors, si les gens en prennent trop... Plus rapidement, Philippe de Villiers, car plus rapidement en disant qu'une société, c'est comme un père, une mère de famille. On prend le petit dans ses bras, on le sort de là, on lui dit on va te sortir de là. Et alors que là, le discours qui est tenu, ça consiste à dire on a perdu la guerre, donc on va gérer le problème de la drogue et on va acheter la paix sociale avec des dealers en blouse blanche. Eh bien moi je dis
Non, je ne l'accepte pas. Au nom de nos valeurs, au nom de la survie de nos jeunes... du sida. Mais bien sûr que non. Je ne veux pas que mes enfants meurent du sida. Je ne veux pas qu'ils meurent de l'overdose. Or, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est très grave. Il faut un signal très clair pour toute la société et pour nos jeunes. La drogue est un poison. La drogue est un reptile, est un venin. Nous ne l'acceptons pas. La lutte contre les trafiquants à outrance et à la guerre, on soigne ces blessés, on les réhabilite, on les sort de là. Si ce débat pouvait avancer pendant la campagne présidentielle, en ramenant tous les candidats sur une ligne simple, beaucoup, Philippe de Villiers. Je crois que notre pays aurait plus de chances de survivre. Merci beaucoup Philippe de Villiers d'avoir été notre invité. Demain soir à 20 h, c'est Arlette Laguiller qui sera sur ce plateau. Une indiscrétion importante livrée à l'agence France Presse par un administrateur du groupe Alcatel. Le président de la Société Générale, Marc Viennot, pourrait prendre par intérim la direction d'Alcatel-Alstom avec pour objectif de trouver un successeur définitif à Pierre Suard si la Cour d'appel de Paris confirme vendredi le contrôle judiciaire qui empêche, vous le savez pour l'instant, M. Suard de diriger son groupe, et ce depuis plus d'un mois. L'actualité internationale, elle nous ramène en Tchétchénie. L'armée russe y continue sa sale besogne, contrôler la République sécessionniste, quoi qu'il en coûte en vie humaine, et les civils ne sont pas épargnés. Reportage de nos correspondants Dominique Derda et Jean-François Bernicot. On ne verra rien ni de Samachki, ni des atrocités commises par les troupes russes, l'accès est interdit. On ne verra rien, mais dans le village voisin, on peut entendre les cris et les pleurs des femmes qui en reviennent. Certaines n'ont plus la force ni de marcher, ni de parler, mais d'autres racontent comment, après la fuite des défenseurs de la ville, les soldats de Moscou s'en sont pris à la population civile. Ils ont attrapé mon fils de 7 ans et ils l'ont jeté sous les chenilles d'un tank. Alors je me suis couché à côté de lui et j'ai dit, si vous ne me rendez pas mon fils, je veux mourir avec lui, sous le char. Allez-y, tuez-moi. Ils ont traité mon fils de salopard de Tchétchène. Et puis ils l'ont pris et ils l'ont jeté plus loin. L'un d'entre eux a ajouté, cette putain de Tchétchène, il faut la tuer. Finalement, elle s'en est tirée. Beaucoup ont eu moins de chance. Ce militant russe des droits de l'homme lit à voix haute les noms de 500 personnes portées disparues. Les soldats auraient incendié des maisons, brûlant vif leurs habitants, lancé des grenades ou vidé leurs chargeurs dans des abris où se terraient des villageois sans armes. Le gouvernement russe, comme d'habitude, affirme que ces hommes n'ont abattu que des combattants rebelles. Et alors qu'à Grozny, on déterre des fosses communes des centaines de cadavres pour que leurs familles, s'ils en ont encore, essaient de les identifier, Boris Yeltsin, toujours en vacances, déclare que d'ici fin avril, tout sera terminé. Le 9 mai prochain, on célébrera à Moscou le 50e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie. Le président russe sait que la guerre en Tchétchénie n'est pas forcément du goût de ses invités étrangers. Au Japon, après 3 semaines d'enquête, coup de filet de la police à la tête de la secte Aum, soupçonnée d'avoir organisé l'attentat au gaz dans le métro de Tokyo. 4 dirigeants et une centaine de fidèles viennent d'être arrêtés. Les enquêteurs vont de découverte en découverte, toutes plus macabres les unes que les autres. Des ossements d'enfants ont été retrouvés dans les locaux de l'une des communautés. Les corps ont vraisemblablement été incinérés. On l'appelle la Flèche. Laurent Jalabert a remporté cet après-midi la Flèche wallonne après Paris-Nice, Milan-San Remo et le Critérium international. Il est le champion des classiques de ce début de saison. Thierry Clopo. Nous sommes ici dans le fameux mur de Huy, à 1,5 km de l'arrivée. Une pente terrible de 20%. 3 hommes échappés depuis déjà 20 km, les plus forts du moment. Devant en bleu, le russe Berzin, deuxième l'Italien Mauricio Fondriest et troisième en jaune, Laurent Jalabert, qui fait figure de favori après sa victoire dimanche dernier au Grand Prix d'Amare-Bieta. C'est Berzin le russe qui va craquer le premier dans cette montée. Et c'est Fondriest, vainqueur ici en 93, qui lance le sprint. Derrière, Jalabert colle au basque de l'Italien et va le sauter même finalement dans les 30 derniers mètres. C'est la 10e victoire cette saison du Français qui depuis 2 mois fait de l'ombre à tous ses adversaires. C'est peut-être quelques-unes des rares courses de l'année où ça se joue à la pédale, où forcément c'est toujours les costauds qui sont devant, ou du moins des hommes en forme. Donc sur un parcours aussi exigeant, c'était presque obligé qu'on retrouve dans le final les meilleurs. Et bon, j'étais parmi ceux-là et en plus je gagne, hein, c'est super, quoi. Prochain rendez-vous de Jalabert dimanche à Liège-Bastogne-Liège, puis 5 semaines de repos pour préparer au mieux le Tour de France. Vous avez été plus de 12 millions à aimer une nounou pas comme les autres. Vous raffolerez, j'en suis sûr, d'une nana pas comme les autres. Ce sera à 20 h 50, quelques minutes après ce journal.
Mimi Mati, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. En substance, on ne va pas raconter l'histoire, mais la nounou des enfants devient la nana du papa. Oui, puisqu'on reprend exactement où on s'était arrêté la première fois. C'est-à-dire, il vient me rechercher. À partir de là, on commence à vivre ensemble avec tous les problèmes et les bonheurs que ça peut causer. Les choses ne se passent pas simplement. C'est pas toujours très simple, non, dans cette histoire-là. Il y a beaucoup d'amour, mais en même temps, il y a beaucoup de doutes parce que c'est vrai que c'est un avocat province bourgeoise et le candidaton a beaucoup d'importance. Donc, effectivement, il se pose des problèmes. Alors, on va voir une scène assez émouvante où Julie, que vous incarnez donc, est face à Micheline Dax, sa future belle-mère. J'en dis peut-être un peu trop? Non, non, ils n'ont pas entendu. On regarde la scène. Dites-moi, Julie, vous comptez avoir des enfants? On verra, peut-être. Antoine en rêve. Je sais, on a déjà évoqué le sujet. Comment... Oh, excusez-moi, je suis un peu godiche d'un seul coup. Comment ça... J'ai une chance sur 2 pour qu'il soit comme moi. Et si je sais que j'attends un enfant comme moi, je le garderai pas. Pour être honnête, Julie, c'est vrai que je trouve ça plus raisonnable. Je vous remercie de votre franchise. Vous savez que je vous aime énormément. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas délibérément imposer ça à un enfant. C'est pour ça que ma décision est prise. Pour moi, mes parents ne savaient pas, mais moi, si je sais, je veux pas. Vous avez souffert? Non, pas vraiment. Je suis même plutôt heureuse, mais Mais si j'attends un enfant comme moi, rien ne dit qu'il aura mon caractère. Est-ce que cette réflexion de Julie, c'est une réflexion que vous, Mimi Mati, vous menez personnellement? Oui, je l'assume totalement. On a coécrit avec Laurent Chouchan certaines répliques, et c'est un commun accord entre Éric Sivagnan, Laurent Chouchan et moi-même qu'on a dit ça. Et on en a parlé avec Micheline aussi, ça a été une osmose totale. Est-ce que le regard des gens sur vous, puisque c'est aussi le thème de ce film, a changé depuis le succès de la nounou? Vous avez le sentiment? Je crois que j'ai filé un coup de pêche à beaucoup de gens qui avaient des petits bobos au physique, des petits bobos au cœur, et qui m'ont dit si vous y arrivez, si vous arrivez à surmonter ce qui pourrait être un handicap, merci de nous aider à comprendre que nous, c'est rien à côté. En fait, en plus, c'est pas un handicap, parce qu'il y a beaucoup plus grave. Mais je crois que c'est vrai que les gens sont... Il y a une cote de tendresse qui est géniale, quoi, qui est très appréciable. Alors vous avez je ne sais pas si c'est la nounou ou si c'est le prolongement de votre carrière, mais vous avez tout un tas de projets qui sont en cours. On dit même que vous pourriez tourner un film avec Andy Garcia. C'est vrai. Il y a pire destin? Ah oui, il y a pire que ça. Mes copines sont très jalouses parce que c'est un projet de Jerry Schatzberg qui a été Palme d'Or à Cannes en 73 pour l'Épouvantail. Et on s'est rencontrés. Il a très envie que je travaille avec lui dans un projet de film qu'il a avec Andy Garcia. Donc c'est en finition d'écriture. Il y a d'autres projets aussi, avec Thierry Lhermitte. Et puis voilà, quoi. Puis une tournée, et puis tout va bien, la vie est belle. Ouais. Ça a transformé votre vie, ou je dirais que vous le prenez comme le prolongement d'une carrière Je crois que c'est arrivé à un moment sympathique, quoi. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Oui, oui. La nounou, avec le succès que ça a eu, m'a permis d'ouvrir d'autres portes et de prouver que j'étais pas une femme d'1m32, mais j'étais une comédienne qui, par hasard, mesurait 1m32. Très bien, mais je vous remercie. On va regarder ça attentivement dans quelques minutes, et comme un bonheur n'arrive jamais seul, j'en profite... pour vous signaler la sortie d'une cassette vidéo. Oui, on retrouve tous mes partenaires, Thierry Kendorm et les enfants. Concernant le premier épisode, Une nounou pas comme les autres. Ce sera dans quelques minutes, vers 20h50, juste après la météo de Sophie Davant et la campagne électorale. À minuit moins le quart, c'est Catherine Sellac qui vous présentera le dernier journal. Demain matin, Philippe Séguin chez Gérard Leclerc à 7h50, Daniel Bilalian à 13h, et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Merci beaucoup, excellente soirée en compagnie d'une nana pas comme les autres, Mimi Mati. Merci. Merci.